Bonjour Abdelmalik, Bonjour Barbara, comment ça va? ça va merveilleusement bien. Merveilleusement bien. Oui, Toujours? parce qu'on doit faire en sorte que ça aille. Pourquoi on doit faire en sorte que ça aille? Parce que moi j'aime bien, il y a une phrase de Prévert qui dit il faudrait être heureux ne serait-ce que pour donner l'exemple. Et moi j'aime énormément ça. Que le Donner bon... l'exemple? Ouais, et que le bonheur, ça demande de la volonté. Il faut un volontarisme dans le bonheur. Et Donc voilà. et c'est la condition de l'homme d'être volontaire? Ouais, parce que sinon, si on se laisse aller, eh ben, en fait, on est envahi par tout ce qui est obscur, en fait. Et on doit combattre, de mon point de vue en tout cas, combattre toutes les formes d'obscurité. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Je m'appelle Abdel Malik et je suis un artiste et réalisateur du film Furcine est libre. On va parler de Fur Ciné Libre, qui est ton dernier bébé, ta dernière création, mais tu es un créateur, tu es un artiste, tu es d'abord un rappeur, Mhm. tu es un auteur, écrivain, et tu es aussi un réalisateur. Fur aussi, c'est ton deuxième film. Tu as grandi où? Tu as grandi où? À Strasbourg, je sais, mais où? Comment tu décrirais l'endroit où tu as grandi? Ben, j'ai grandi donc à Strasbourg, ce qu'on appelle les quartiers populaires, en fait. Une cité qui s'appelle le Neuf. Et c'est la cité la plus difficile de Strasbourg qui rencontre plein de problématiques, chômage des jeunes, délinquance, etc. Mais c'est aussi un endroit où moi j'ai appris la solidarité, j'ai appris, comment dire, j'ai été aussi confronté à la finitude. Nombreux de mes proches sont morts, jeunes, des problèmes liés à la drogue surtout. Et donc c'est quand même, c'est un endroit, moi je considère que ce lieu, cet endroit, c'est vraiment où vit mon peuple. Et c'est de là où je tire ma force d'une certaine manière. Et ça concentre, j'ai envie de dire, à la fois comment dire, à la fois toutes les richesses françaises et toutes les problématiques françaises. Tes parents, ils faisaient quoi? Mes parents, ils sont originaires du Congo, Brazzaville. Ils se sont séparés tôt. Mon père est venu en France parce qu'il faisait des études de journalisme. Et finalement, avec ma mère, ils se sont séparés. Puis lui, il est retourné au Congo. Et ma mère nous a élevés, elle a élevé 7 enfants seule. Au départ, elle était femme de ménage, elle travaillait dans des maisons de retraite et tout. Et ensuite, elle s'est exclusivement occupée de nous. Mhm. Tu es un artiste, tu es un auteur, tu écris, même un film que tu réalises, tu l'écris, tu l'as dans Ouais. ta tête et tu l'écris. Le premier texte qui t'a touché, qui t'a percuté, qui explique peut-être qui tu es aujourd'hui, c'est quoi? Oh, je pense que c'est l'œuvre d'Albert Camus. C'est pas le premier texte parce que j'ai été, disons, en fait, si je devais être précis et totalement honnête avec toi, c'est que c'est pas un texte précisément. C'est en fait une sorte de philosophie. Et cette philosophie-là, elle englobe plusieurs textes et plusieurs auteurs. Et notamment, très tôt, j'ai été confronté aux stoïciens, par exemple. La philosophie stoïcienne, c'est quelque chose qui m'a marqué fort. Et puis, la poésie, de manière générale. Mhm. Donc, il y a différents poètes ici, mais l'approche poétique et des figures comme celle d'Aimé Césaire, Albert Camus. Donc, eux, je suis rentré vraiment dans leurs textes et j'ai Mhm. été travaillé par leurs textes. Mhm. Et je dirais même par le rapport à la fois l'image, les images qu'ils évoquent, mais aussi, ça c'est surtout pour Césaire, une sorte de rythme particulier, un rapport à la langue très Une particulier, musicalité une peut-être? musicalité particulière. Et tout ça, en fait, a constitué, je dirais, la base sur laquelle j'ai grandi, en fait, et que je continue à grandir, finalement, parce que ça ne s'arrête jamais. Et récemment, on a entendu ta voix dans un documentaire de 26 minutes de Guy Deslauriers écrit par Patrick Chamoiseau, consacré à Césaire. Ouais. Donc tu as beaucoup lu Césaire. Oui, j'ai beaucoup lu Césaire. Et c'est un auteur très important pour moi. Et c'est vrai qu'avec Patrick Chamoiseau, on se connaît depuis un nombre de temps. Et on a souvent parlé de ça. On a parlé de Camus aussi. Oui. Peu de gens savent que Patrick Chamoiseau, lorsqu'il était jeune, c'était vraiment un Camusien forcené. Et donc, c'était intéressant de ces discussions-là. Mais c'est vrai que le, le- 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 la musicalité, Oui. au-delà du fond, mais la musicalité de la poésie de Césarienne. Césarienne, elle est bouleversante, elle est incroyable. Et alors, tu parles de Camus, tu lui as consacré un ouvrage en 2016. Ouais. Et où tu parles effectivement de l'influence qu'il a sur toi, mais surtout sa vision de la culture et du savoir. C'est Ouais. important pour toi, la culture, le savoir, l'instruction, et on voit ça dans Fur Ciné Libre. L'instruction, le fait qu'il sache lire, c'est fondamental. Ouais, c'est la base de tout. Et c'est aussi ça qui m'a attiré finalement, on en parlera peut-être, mais c'est ce qui m'a attiré sur le projet de Furcy. Mhm.
C'est que finalement, moi, dans l'endroit où j'ai grandi, finalement, le savoir, la connaissance, l'éducation, la culture, c'est ce qui m'a permis de transcender ma condition, en fait. Comment rester proche des siens, les gens qui vivent ma condition d'une certaine manière, mais en même temps en comprenant que peut-être l'épanouissement est ailleurs, sans trahir d'une certaine manière. Et c'est ce double mouvement Mhm. que m'a enseigné finalement ouais, l'instruction, le savoir, l'éducation, la rencontre avec les enseignants, l'échange avec les Oui. enseignants et l'amour et le respect que j'ai pour les enseignants de manière générale. Mais c'est aussi ton rôle de témoin, en fait. Quand tu écris, quand tu rappes, quand tu fais Fursi ou que tu fais qu'à la Bénisse de la France, tu témoignes. Totalement, Et tu ne pourrais pas témoigner sans le savoir, sans la culture. complètement. Venons-en à ce dernier acte de témoignage. Donc, Fursi n'est libre. C'est donc un film que tu as réalisé après avoir lu un ouvrage de Mohamed Aïssaoui. Comment tu as fait cette rencontre avec ce personnage? Comment tu l'as connu? En fait, je faisais un concert sur l'île de la Réunion. Je connais bien cette île, en tout cas, j'y allais déjà Mhm. souvent et je continue à y aller, bien sûr. Et en revenant, on partait, on prenait l'avion. Il y a des jeunes qui sont venus me voir avec le livre de Mohamed Aïssaoui, L'affaire de l'esclave Fursi. Ils venaient d'avoir le Renaudot, en fait. Et eux voulaient en faire une pièce de théâtre. Et ils voulaient que je la monte, que je mette en scène. Et donc, moi, j'ai lu ce texte que j'ai trouvé puissant, bouleversant. Mais je ne me sentais pas assez mature pour raconter ça de la meilleure manière. En tout cas, une manière qui aurait été satisfaisante pour moi. Et pour moi, la manière qui a été satisfaisante pour moi, c'est comme d'habitude, je dirais, c'est comment je pouvais amener de la complexité en racontant cette histoire, mais tout en étant digeste et compréhensible, j'ai envie, de toutes et de tous. Donc j'ai mis de côté. Et j'ai vécu différentes choses euh, euh, qui m'ont de plus en plus, je dirais, si je devais faire bref, j'ai été à Nantes avec justement Patrick Chamoiseau et Françoise Vergès, parrain de l'événement annuel qu'il y a autour des commémorations. Mhm. Au musée d'Orsay, j'ai travaillé sur l'exposition Le modèle noir de Jéricho Amatis. J'ai fait un beau livre autour du tableau de Pierre Puvis-Chavannes, de Jeune Noir à l'épée, donc j'ai travaillé sur le corps noir. Je suis allé aux États-Unis où il y avait un film qui se faisait, Birth of the Nation, fait par Nat Parker sur l'esclave Nat Turner. Et tout ça me faisait dire, mais il faut qu'on raconte ça de notre point de vue, du point de vue français. Et c'est à ce moment-là où Étienne Comar arrive et il me dit, voilà, le producteur donc, et il me dit, il y a ce livre, on aimerait bien que tu le réalises, etc. 10 ans après, le livre est revenu à moi. En fait, c'est comme si c'est cette histoire qui est venue à moi. C'est Fursi qui m'a cherché et qui s'imposait littéralement. Il m'a cherché littéralement. En quoi Fursi, et Fursi qui choisit son nom à la fin, hein, Fursi Madeleine, Ouais. en quoi Fursi est-il moderne? En quoi tu y trouves un personnage qui a du sens pour les générations actuelles? Fursi, il aurait pu choisir d'être marron, il aurait pu choisir la violence, mais lui, en fait, il a choisi la justice et le droit. S'il n'avait pas su lire et écrire, je ne pense pas qu'il aurait fait ce choix-là. Et en choisissant la justice et le droit, d'une certaine manière, il a pris l'arme du colon et l'a retournée contre lui. En fait, il a mis un miroir au colon qui lui montrait son paradoxe. Et il s'est inscrit dans le temps long. 27 ans, 27 ans, comme Mandela. comme Mandela. Et pour moi, ça, pour les jeunes et les moins jeunes, de toute façon, c'est exemplaire au plus haut point. Qu'est-ce que la dignité? Comment s'incarne la dignité? Oui. Ben voilà. Et Fursi n'était peut-être pas un héros, mais son action est terriblement héroïque. Et on a besoin d'actions héroïques. Parce que c'est sur ça qu'on se construit, en fait, qu'on peut se construire véritablement. Ça n'enlève pas la complexité d'un être. Mais par contre, sa démarche est totalement claire et lisible. Donc pour moi, ça, c'est un exemple parfait pour la jeune génération. Il y a aussi à travers le film, on ne va pas te dévoiler, hein, mais c'est le combat de Fursi, c'est le combat de Fursi pour faire reconnaître qu'il est né libre, Ouais, d'où le titre Fursi né libre. Il y a aussi une interrogation sur ce qu'est la liberté, ouais. puisque sa mère, alors il y a un doute qui plane, mais sa mère, libre sans doute, ne l'a pas été, a choisi peut-être de ne pas l'être. Donc il y a vraiment une interrogation sur qu'est-ce qu'être libre en fait, Ouais, aussi, non? ouais. Qu'est-ce qu'être libre? Moi, quelquefois, parce que tout le monde sait que quand je définis mon identité, je dis que mes fruits sont français, mes français et européens, mes branches, mes feuilles français et européens, mon tronc, si je prends l'image de l'arbre, et mes racines, elles, sont 100% africaines et congolaises, et qu'un arbre sans racines est voué à mourir.
souvent, je donne cette, comment dire, Cette image? cette image-là. Mhm. Et pour moi, dans la continuation de cette image, on me demande souvent, alors pour vous, qu'est-ce qu'être français? Mhm. Et moi, la réponse que je donne, et c'est la réponse que je vais donner pour le reste, pour l'idée de liberté, en fait, c'est le refus de toute forme d'asservissement. Et ça, c'est important. Parce que quand on part de ce postulat-là, eh ben, en fait, on comprend que la liberté n'est jamais gagnée, Mhm. que c'est un combat perpétuel. Et plus, il faut se méfier des formes nouvelles et cachées de servitude. Et si c'est notre postulat en tant que peuple et notre postulat en tant qu'individu, le refus de toute forme d'asservissement, alors on est vigilant tout le temps. Oui. Et on va se battre pour le droit, la justice, etc. Toi, tu témoignes donc de l'histoire de Fursi. Il y a d'autres réalisateurs aussi qui témoignent de cette histoire de l'esclavage et aussi de cette libération. Ouais. 1848, il y a eu aussi la première abolition qu'a connue par exemple la Guadeloupe, Ouais. 1794. Est-ce que la France regarde cette histoire-là? On a encore l'impression que la France non seulement méconnaît cette histoire ou ne veut pas la regarder. Je pense qu'il y a des deux en fait. Oui. Elle ne veut pas la regarder ou elle méconnaît cette histoire parce que ceux aujourd'hui qui incarnent la France, parce que n'oubliez jamais que la France, c'est pas quelque chose qui existe de manière évanescente, c'est incarné dans des êtres. Mais si c'est incarné dans des êtres, ben, il y a des êtres qui sont bien, d'autres qui sont moins bien, d'autres qui sont intelligents, d'autres qui ne sont pas intelligents. Mais en tout cas, ceux qui jusqu'à aujourd'hui incarnent la France, en fait, ça les arrange de ne pas connaître cette histoire. Ou en tout cas de la méconnaître. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tant que peuple, méconnaître cette histoire, eh ben en fait, ça nous met dans, dans une situation où finalement on ne pourra jamais véritablement faire peuple si on reste dans cette attitude. On ne pourra jamais véritablement faire nation. Parce qu'on appelle de tous nos voeux à l'unité nationale, etc., etc. Mais si on méconnaît son histoire, parce que finalement l'histoire de l'esclavagisme, toute cette histoire obscure, c'est l'histoire de France. Bien sûr. Et à un moment donné, si on a envie, si on réfléchit en termes de, j'ai presque envie de dire en termes thérapeutiques d'une certaine manière, si on veut guérir, eh ben en fait, il faut regarder la problématique droit dans les yeux. C'est pas en détournant le regard qu'on va guérir et faire comme si ça n'existait pas. Donc il y a un travail nécessaire à faire. Mais le film le montre d'ailleurs, parce que c'est toujours l'opposition des pour contre les contre. Ouais. Il y a Fursi, son combat qui est juridique, son combat pour la liberté, la reconnaissance de sa liberté. Il y a Bouchet qui l'accompagne. Et puis il y a celui qui est en face, c'est Joly. Laurie, pardon. Laurie. Joseph Laurie, qui est le propriétaire, qui est l'esclavagiste, et d'ailleurs qui justifie ça, qui dit qu'il fait le sale boulot, quoi. Donc c'est toujours cette opposition, quoi. Et, y compris encore aujourd'hui, ceux qui ne veulent pas voir, ceux qui ne veulent pas comprendre que la France s'est construite aussi sur ça. Complètement. Et c'est important, une fois qu'on regarde ça, une fois qu'on comprend ça, eh ben c'est ça qui va permettre, faire en sorte qu'on puisse déposer réellement nos sacs de douleur. Oui. Et finalement, réellement qu'on puisse construire. Parce qu'in fine, quel est notre projet en tant que peuple? C'est ça en fait. In fine, comment on va faire en sorte véritablement d'avancer? J'ai envie de dire, in fine, comment on va faire pour être une, pour être un véritablement? Et être une ou être un, finalement, c'est l'un dans le multiple et le multiple dans l'un. En fait, c'est l'introduction à la complexité. Oui. Et la complexité, elle est vitale. C'est nécessaire, en fait. Sinon, j'ai envie de dire, on va tous crever et puis c'est tout. C'est quoi la suite pour toi? Moi je suis quelqu'un, je me laisse vivre, entre guillemets. Et le travail sur Fursi en est la preuve. J'ai mis le projet de côté et puis le projet est revenu me chercher. Donc, l'idée, c'est de rester ouvert et de ne pas s'enfermer non plus. Et militer pour militer, c'est être engagé pour être engagé. Non, ce qui est important finalement, c'est de continuer à être un artiste. Et continuer à être un artiste, en fait, c'est de continuer à dire je t'aime à la vie. Et c'est ça, en fait, être ouvert sur la vie et travailler contre toutes les formes d'obscurité et d'obscurantisme. Et ça prend des formes diverses, mais je dois rester ouvert à ces différentes formes pour pouvoir proposer des choses, j'espère, intéressantes et utiles. Tu es optimiste dans ce monde on parle de la France, il y a des choses qui se profilent, il y a des échéances électorales, le monde aussi. Est-ce que tu es optimiste? Je suis obligé d'être optimiste. Pour moi, être optimiste ou être pessimiste n'est pas une option. Parce que finalement, être pessimiste, ça ne sert à rien. Il n'y a rien de constructeur dans le fait d'être pessimiste. Par contre, être optimiste, même si... Donc on se bat pour que véritablement ce qu'on espère positif advienne. Mais si ça n'arrive pas, au moins on aura été dans cette démarche-là. Et c'est ça qui est essentiel. Tout le reste, c'est de... Le mot de la fin, ce serait quoi? Continuons à dire
je t'aime à la vie. Merci Abdelmalik. Merci Barbara.